Salut, je m'appelle Mathieu. Même si vous me connaissez probablement mieux sous un autre nom. Mes amis m'appellent Matty. Et je devrais être mort depuis longtemps. D'une certaine façon, vous pouvez considérer la première histoire que je m'apprête à vous raconter comme un message de l'au-delà, de mon propre au-delà. On en était au 7e jour de la douleur. Et quand je dis douleur, je ne parle pas du petit orteil cogné contre la table basse, ni de l'échec cuisant de mon voisin le tueur d'œufs. Je mets une majuscule à douleur parce que c'était la pire que j'ai jamais connue. C'était l'idéal platonicien de la douleur, son paradigme. J'ai entendu dire qu'il n'y avait rien de plus douloureux qu'un accouchement. Eh bien là, c'était comme un accouchement, mais sans la joie d'avoir un nouveau-né dans ses bras à la fin. On en était au 7e jour de la douleur, mais aussi au 10e jour de nos transits, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'avais pas chié depuis 10 jours. Voilà, là, vous voyez. Quelque chose n'allait pas. Mais alors pas du tout. Je ne vous parle pas d'une vieille douleur lancinante, genre un mal de tête, ni même une douleur aiguë et perçante comme la pancréatite que j'avais eue à 30 ans. Je parle d'un autre genre de douleur. Comme si mon corps allait exploser. Comme si mes entrailles essayaient de sortir coûte que coûte. C'était une putain de douleur, du genre qui ne plaisante pas. Et les bruits. Mon Dieu, les bruits. D'ordinaire, je suis un type plutôt discret et tranquille. Mais ce soir-là, je hurlais de toutes mes forces. Certaines nuits, quand le vent souffle dans une certaine direction et que la circulation a cessé, on peut entendre le bruit atroce des coyotes en train de déchiqueter quelque chose qui hurle quelque part sur les collines d'Hollywood. Au début, on a l'impression d'entendre des enfants qui rient d'une façon vraiment étrange, jusqu'à ce qu'on réalise que non. Il s'agit en réalité des contreforts de la mort. Mais le pire, bien évidemment, c'est quand les hurlements s'arrêtent, parce qu'on sait alors que ce qui était attaqué est désormais mort. C'est l'enfer. Eh oui, l'enfer existe. Ne laissez personne vous dire le contraire. J'y suis allé. Il existe. Fin de la discussion. Cette nuit-là, l'animal, c'était moi. Je criais encore, je luttais bec et ongles pour survivre. Le silence, c'était le symbole de la fin, et je n'avais pas la moindre idée d'à quel point j'en étais proche. À l'époque, je séjournais dans une maison de sobriété de Californie du Sud. Jusque-là, rien d'étonnant. J'ai passé la moitié de ma vie dans un centre de désintox ou un autre. Ce qui n'est pas très grave quand on a 24 ans, mais un peu plus quand on en a 42. Moi, j'en avais 49, et je luttais toujours pour laisser ce démon derrière moi. À ce stade, j'en savais plus sur la toxicomanie et l'alcoolisme que tous les coachs et les médecins que j'avais rencontrés dans ces centres. Hélas, ce genre de connaissance n'est d'aucune utilité. Si la clé de la sobriété était l'effort et le savoir, ce monstre ne serait plus qu'un lointain souvenir. Je suis devenu un patient professionnel, ne serait-ce que pour rester en vie. N'y allons pas par 4 chemins. À 49 ans, j'étais toujours terrorisé à l'idée de me retrouver seul. Car quand on me laissait seul, mon cerveau malade, et pour info, il n'est malade que sur ce point précis, trouvait toujours une excuse pour me faire commettre l'impensable, boire et me droguer. Sachant que c'est ce qui a ruiné plusieurs décennies de ma vie, je suis toujours terrifié par l'idée que ça puisse recommencer. Je n'ai aucun problème à parler devant 20 000 personnes, mais laissez-moi sur mon canapé devant la télé pour la soirée, et je panique. C'est de mon propre esprit que j'ai peur. J'ai peur de mes pensées, peur que mon cerveau me pousse à consommer des drogues, comme il l'a fait tant de fois auparavant. Mon cerveau a décidé de me tuer, je le sais. Il y a toujours en moi ce sentiment rampant de solitude, cette faim insatiable, l'idée que quelque chose en dehors de moi me réparera. Pourtant, j'ai eu tout ce que le dehors avait à offrir. Julia Roberts est ma petite amie. Peu importe, il faut que tu boives. Je viens d'acheter la maison de mes rêves, avec une vue sur toute la ville. Ok, mais t'as trouvé un dealer ? Je me fais $1 million par semaine. C'est bon, j'ai gagné, non ? Tu veux un verre ? Oh, mais avec grand plaisir, merci beaucoup. J'avais tout, mais c'était un leurre. Rien ne pouvait me réparer. Il m'a fallu des années pour ne serait-ce que commencer à entrevoir un début de solution. Ne vous méprenez pas, toutes ces choses, Julia, la maison de rêve et le $1 million par semaine, étaient merveilleuses, et je serais éternellement reconnaissant de les avoir eues. Je suis un de ces types les plus chanceux de la planète, et bon sang, qu'est-ce que je me suis amusé. C'est juste qu'aucune de ces choses n'était la solution. Si je devais tout recommencer, est-ce que je passerais quand même l'audition pour Friends ?